Voilà. Je peux donc continuer et surtout débuter sur cette problématique. Donc, l'entreprise qui a un besoin doit d'abord établir, alors ce n'est pas une obligation évidemment, hein, mais dans la méthode, doit d'abord établir cette fiche de poste. D'accord. On va revenir après sur la fiche de poste et je vais d'ailleurs vous montrer un exemple de fiche de poste détaillée qui vous permettra évidemment de voir un peu les choses. Bonsoir Estelle. Alors, concernant cette fiche de poste, on va revenir après dans le détail. Pardon. Ensuite, deuxième étape du recrutement, une fois qu'on a établi nos besoins, ça va être de lancer le processus de recrutement. La première opération dans le processus du recrutement, c'est la rédaction d'une offre d'emploi. On verra les éléments nécessaires à la rédaction. On verra aussi les petits écueils à éviter, notamment quant aux critères de recrutement. Et on verra aussi quels sont les canaux que je peux utiliser pour diffuser cette offre. L'étape suivante, c'est le recrutement par lui-même, qui peut se faire soit directement par l'entreprise, ou l'entreprise peut s'attacher des services d'un cabinet extérieur à l'entreprise, style chasseur de tête, et qui va soit faire le recrutement à sa place, ou soit faire une présélection concernant les candidatures les plus pertinentes. Et ensuite, la dernière étape, ça va être celle de l'intégration du salarié qui a été recruté dans l'entreprise, avec des obligations qui sont à la charge de l'employeur. Je pense notamment à la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche, à la visite médicale, et puis au processus d'intégration du salarié dans l'entreprise. Voilà ce qui va occuper notre heure aujourd'hui. Alors, je vous dis encore une fois, rien de très compliqué, beaucoup de choses qui tombent sous le bon sens, quelques petites choses à apprendre et on va discuter en premier notamment de cette fiche de poste qui doit être composée de trois grandes parties. La première partie de la fiche de poste, ça va être la détermination du poste. Voilà, bon, pas très compliqué. On va indiquer dans cette première partie quel est le poste qui est proposé, que l'on recherche, les diplômes nécessaires, les conditions d'exercice, CDD, CDI, temps plein, temps partiel, etc. Donc, on va avoir une qualification, coefficient dans la grille si on a une grille particulière. On va vraiment avoir un descriptif complet du poste, mais là, que du poste. Dans une deuxième partie, on va s'attacher à établir quelles sont les missions qui vont être demandées à la personne, parce qu'évidemment, une diététicienne qui travaille en restauration collective ou une diététicienne qui travaille dans un centre de thalassothérapie ne vont pas avoir les mêmes missions. On ne va pas leur demander le même boulot. Donc, on va avoir les missions principales et après, les missions, je dirais, de façon plus pragmatique. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées? Voilà. Concrètement, la personne que l'on va recruter, qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées? Et dernier point qui va compléter le triptyque, c'est les compétences que l'on attend de la personne recrutée. On va raisonner, on va voir ces compétences sous trois angles. Un, d'abord, quels sont les savoirs nécessaires. Ensuite, quels sont les savoir-faire. Donc, clairement, quelle est la théorie quelles sont les théories que la personne que je recrute doit connaître, comment elle va les mettre en application. Et dernier point, donc savoir-faire, c'est le savoir-être. Ce sont les qualités personnelles que je recherche pour le poste à pourvoir. Alors, on va lister toutes ces choses, notamment concernant donc les compétences. On va les lister et on va demander un niveau de compétence. Alors, je ne sais pas, moi, imaginons que je veuille que ma diététicienne ait une connaissance particulière en termes de traitement du diabète. Donc, je vais indiquer qu'une compétence particulière ou une connaissance des régimes adaptés au diabète est absolument nécessaire. Que j'ai même un niveau expert qui est requis. Alors que peut-être, concernant tout ce qui est problématique liée au TCA,
Je n'ai pas besoin que la personne soit forcément super carrée ou ait une connaissance accrue de ce domaine-là. Ce qui pourrait être évidemment le contraire en fonction, évidemment, du poste et des missions qui vont être dévolues à ce poste. Je voudrais vous montrer un exemple de fiche de poste qui a été réalisé pour l'hôpital de Marseille. Alors, on va présenter une fenêtre. Alors, je vais agrandir un peu, hein, ne vous inquiétez pas. Je la mettrai aussi à titre d'exemple dans la séance d'aujourd'hui. J'ai quelques petites séances de retard la semaine dernière. Il y a 2-3 jours que je n'ai pas encore mis. Je vais m'en occuper cette semaine. Donc voici la fiche de poste qui a été faite par les hôpitaux de Marseille qui recrutent voilà, une cadre de santé diététicienne pour l'unité diététique thérapeutique. Des petits éléments ici. Mais voilà, on a les premières parties, on a la partie qui sont relatives au poste. Donc on a l'affectation, on a la catégorie du poste, on a les conditions de recrutement. ETP, vous savez ce que ça veut dire? Oui. Oui, alors je vais le dire puisque personne ne le dit, vous me dites oui. C'est équivalent temps plein. Éducation thérapeutique du patient. Ah, et ben voilà, vous êtes un peu trop focalisé dans votre truc. Ici, en termes de ressources humaines, c'est pas, je ne sais pas du tout ce que vous m'avez dit, hein, je ne suis pas du tout diététicien, hein, bien sûr, vous l'avez bien compris. Donc, éducation thérapeutique, c'est ça, vous m'avez dit. Et le P, c'était quoi? Du patient, c'est ça? Oui. Ben non, 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 on ne parle pas du tout d'éducation thérapeutique du patient. Non, 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 non. Ici, l'éducation du patient. Non, 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 non. Ah ben, je m'aperçois que dans l'autre groupe, ils m'ont dit aussi oui. Et je pense qu'ils pensaient certainement la même chose que vous. Enfin, je leur ai dit quand même ce que c'était que le TP. Mais effectivement, non, non, c'est pas du tout ça. Ici, quand on parle d'emploi, etc., le TP, c'est équivalent temps plein. Donc, c'est pour une personne qui serait à temps plein. Donc, un équivalent temps plein en CDD ou par voie de mutation. Ça veut dire que le recrutement peut se faire aussi à l'interne. Donc, l'ETP, quand vous le voyez hors de votre cadre de diététicienne, ici, par exemple, dans le cadre d'un contrat de travail, hein, ou même souvent on cherche, on regarde les équivalents temps plein quand on compte le nombre de salariés. Vous savez, imaginons que dans une entreprise, j'ai 4 salariés, mais qui sont voilà, 0,5 ETP, c'est un mi-temps. Voilà, Cécile. Donc, je compte les mi-temps. Imaginons que j'ai 2 mi-temps, c'est égal à un ETP, un équivalent temps plein. C'est-à-dire que dans certains domaines, on cherche à savoir combien l'entreprise a de salariés, mais si elle a 30 personnes qui font que 10 heures par semaine, on va rechercher quel est le nombre d'équivalents temps plein pour savoir quel est le nombre de salariés qu'on doit affecter à cette entreprise. Par exemple, pour lui affecter un taux de cotisation ou un certain nombre de choses. Par exemple, dans les entreprises qui ont moins de 11 salariés, il n'est pas nécessaire de mettre en place un CSE, un comité social et économique. C'est les représentants des salariés, hein, grosso modo. Normalement, vous avez dû voir ça en première année. Mais on compte en équivalent temps plein. D'accord. Dans le quiz, ils sont partenaires. Voilà. Alors, ah ben voilà, c'est très bien. À ce titre, alors je ne sais pas si c'est dans votre groupe, hein, très honnêtement, il y a une personne qui me dit monsieur, il ne faut pas me compter faux à cette question, machin, machin, mais moi je n'ai pas du tout la main sur les quiz d'entraînement. D'accord? Parce que voilà, quand il y a des erreurs, je les transmets à la personne qui s'en occupe, mais ce n'est pas du tout moi. Donc la personne qui m'a dit je ne sais pas encore, hein, je n'ai pas retenu son nom, j'ai eu un mail, elle me dit monsieur, je me suis trompé dans une question, il ne faut pas me compter faux, enfin bon, blablabla. C'est pas grave, s'en fiche. D'accord? C'est que de l'entraînement. En tout cas, ça ne sert pas dans vos notations. Vous connaissez, je vous l'ai dit, je vous le dirai quand il y a des quiz qui servent dans votre notation. Et qui seront, et nous, ça sera principalement du caout, comme vous avez déjà pu le faire. Donc, je reviens ici. Donc, ETP, c'est l'équivalent temps plein. Hein. Donc, vous voyez que dans cette première partie, on décrit le poste.
On décrit aussi les relations hiérarchiques que la personne aura. Les relations hiérarchiques et les relations fonctionnelles, c'est-à-dire avec qui elle va travailler, en relation avec qui elle va travailler et sous la direction de qui elle va travailler. Ça peut être intéressant, ce n'est pas forcément hyper utile dans certains cas, mais dans tous les cas, on a une description du poste. Ensuite, dans une deuxième partie, on va avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, les descriptions de la mission. Qu'est-ce que va faire la personne? Donc, quelle est sa mission principale? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire au quotidien? Donc ici, on voit que c'est une personne qui doit organiser l'activité paramédicale. Donc par conséquent, elle va gérer des ressources, elle va planifier, elle va coordonner l'activité, elle va évaluer le suivi de la qualité et de la sécurité des soins et de l'activité diététique, tralala, tralala. Donc on décrit exactement tout ce que la personne va faire au quotidien. En plus, ici, on a quelques activités spécifiques. Ensuite, dernière partie, on va raisonner en compétences, d'accord, avec trois parties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Donc, dans le savoir, on voit qu'elle doit faire un peu de gestion administrative, économique et financière, mais que ce n'est pas forcément une compétence pour laquelle on demande qu'elle ait quelque chose d'approfondi. Alors que dans la communication, dans l'organisation du contrat de travail, du travail, elle doit là être super compétente. Dans la méthodologie de recherche de soins, pareil, on ne demande pas à ce qu'elle soit hyper performante, alors que dans les soins diététiques et nutritionnels, dans l'actualisation professionnelle, on demande qu'elle soit hyper compétente. Ensuite, ces compétences, comment elle va les mettre en application? Donc voilà, on a tout ce qu'il va faire. Par exemple, elle doit piloter, animer, communiquer, motiver l'équipe autour d'un projet. Et ça, elle doit savoir le faire. Donc, il faut avoir des notions de gestion de projet. Elle doit savoir travailler aussi en équipe, en équipe pluridisciplinaire. Vous voyez tout ce qui est demandé en termes de mise en place de ces connaissances. Et ensuite, la personne, ses qualités personnelles. On voit qu'elle doit être capable de décider, puisque c'est quelqu'un qui va manager des équipes. Donc, à un moment donné, il faut négocier, anticiper. Elle doit savoir aussi déléguer, transmettre son savoir, mobiliser, valoriser une équipe, gérer des conflits. Ça, c'est sur ses qualités personnelles. En plus, ici, on a indiqué quels étaient les moyens mis à disposition. C'est du plus. Donc, vous voyez que c'est quelque chose, c'est un document quand même qui permet exactement de cibler quels sont les besoins de l'entreprise. Y a-t-il des questions sur cette fiche de poste? Pas de questions? Donc, je vous la mettrai en annexe du cours. Alors, attendez, je n'ai pas pris mes lunettes. Qu'est-ce que vous me dites, Cécile? Oui. Je vais prendre la parole, ça sera plus rapide. Excusez-moi. Ouais. Merci pour votre compréhension, Cécile. Je vous en prie. En fait, je me souviens qu'au mois de juin, quand Agathe nous faisait les cours en visio, elle nous avait présenté, on avait parlé des fiches de poste. Et elle avait pris une annale dans laquelle justement il demandait la rédaction d'une fiche de poste. Et elle nous avait dit de bien retenir en fait il y avait trois parties effectivement, mais c'était beaucoup plus compact en fait. Et là, je pense que vous nous avez fait voir cet exemple pour nous mettre dans le contexte du milieu professionnel. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, vous pensez bien que la fiche de poste que je vous montre ici, et c'est pour vous montrer la réalité de terrain, hein, c'est pour vous dire voilà comment ça se passe. Évidemment qu'une fiche de poste telle qu'elle est, elle a demandé 3 jours de travail. D'accord. Et vous voyez qu'elle a été rédigée par 2 personnes, validée par une autre, approuvée encore par une autre. Donc, on ne va pas vous demander ce travail-là, évidemment. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus compact les attendus du BTS, quoi. Bien sûr, mais bien évidemment qu'en plus, vous n'aurez que des informations partielles. D'accord. Vous n'aurez que des bribes d'informations. Donc, vous vous appuyez sur les informations que vous avez.
et vous en déterminez la fiche de poste. Évidemment, alors, il faut bien respecter nos parties, il faut bien respecter aussi la problématique savoir, savoir-faire, savoir-être, mais vous n'aurez pas 50 000 à chaque fois items dans chaque partie, c'est évident. Et de toute façon, vous allez voir, on va parler ensemble de celle qui est proposée dans le TD, qui pourrait être un sujet d'examen, hein, puisque vous n'aurez pas forcément beaucoup plus de données, mais par exemple, les relations hiérarchiques, je vais afficher le TD, les relations hiérarchiques ne sont pas du tout indiquées dans le TD. Donc vous n'allez pas, vous faites avec ce que vous avez, évidemment. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demande pas une fiche de 3 pages. Hein. Ça doit tenir sur une demi-page avec nos 3 parties. Oui, merci. Ne vous inquiétez pas. Alors, hop. Alors, regardons par exemple ici, dans ce TD, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans notre fiche de poste. D'accord ? Je vais agrandir un peu. Puisque la première chose qu'on nous demande, c'est justement de réaliser la fiche de poste. Alors, on vous dit que vous travaillez dans une PME de l'agroalimentaire qui fabrique principalement des produits biologiques et qui s'est récemment lancée dans la production de plats diététiques. Elle souhaite développer cette production et elle recherche quelqu'un pour mener à bien un certain nombre de missions. Donc, la personne devra participer à l'élaboration des nouveaux produits. Elle devra assurer le suivi de leur conception jusqu'à la livraison. Elle devra en outre participer à leur promotion sur les salons nationaux et internationaux auxquels elle va participer. On vous dit que ça sera un CDD, puisqu'on vous dit qu'au début on hésite, puis finalement on a fait un CDD qui sera éventuellement suivi d'un CDI. Voilà, maintenant il faut réaliser la fiche de poste. Alors, première partie, le poste. Qu'est-ce qu'on recherche? Une diététicienne. Boum. Vous devez cibler les diplômes nécessaires. Donc ici, obligatoirement, vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, pour occuper un poste de diététicienne, il faut avoir un BTS ou un DUT. D'accord ? Donc vous allez indiquer diplôme nécessaire, BTS, DUT. Est-ce que dans l'énoncé, vous pouvez déduire d'autres diplômes? D'accord ? Non. Est-ce que vous pouvez en déduire une expérience? Bon, allez. Pas obligatoirement. Bon, si vous indiquez dans votre fiche de poste qu'une expérience de 6 mois ou 1 an sur un poste similaire est nécessaire, personne ne vous le reprochera. D'accord ? Souhaitable ou nécessaire, en fonction de l'énoncé que vous avez. Ici, rien ne nous permet de dire que c'est nécessaire. Si vous mettez souhaitable ou nécessaire, pour moi, je compte bon. À partir du moment où vous mettez que c'est une diététicienne, qu'il y a au moins un diplôme requis, que vous me parlez peut-être un peu d'expérience, voilà, ça aurait un plus. Voilà, après, vous avez déjà lu. Attention, on ne confond pas l'annonce et la fiche. Vous, qu'est-ce que vous voulez? La fiche de poste, ce n'est pas l'annonce. Hein. Attention. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez de l'expérience ou ce n'est pas nécessaire? Ensuite, vous indiquez que ça sera un recrutement par l'extérieur, puisque a priori, ou vous indiquez que le recrutement peut se faire extérieur ou interne. D'accord. Voilà, on va déterminer que c'est un CDD, on va dire que c'est un CDD pour 3 mois, que le CDD débutera début du mois de novembre 2005. Voilà la première partie. Vous voyez qu'elle est assez concise, qu'elle va tenir sur ça. Hein. Deuxième partie, la mission. Qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Là, dans le paragraphe, élaboration de nouveaux menus, assurer la promotion et suivre la conception, voilà les missions. Voilà les missions qui vont être dévolues. Concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que vous arrivez à le deviner? Vous pouvez dire. Elle sera obligatoirement en relation, elle travaillera donc en relation avec les personnes qui établissent les menus. Elle devra peut-être apporter des idées quant à la conception des menus. Elle devra suivre peut-être la logistique, puisqu'on vous parle de livraison. Elle aura des contacts avec les fournisseurs, etc. Après, c'est à vous de déduire globalement, mais personne ne vous en voudra si vous dites un truc qui n'est pas forcément hyper pertinent, parce que vous faites avec ce que vous donnez. Et généralement, on ne va pas non plus vous donner grand-chose. Ensuite, sur les savoir-être et savoir-faire,
À vous de les déduire de ce que là. Par exemple, bon, est-ce que en thérapeutique, c'est important? Pas forcément, d'accord? Par contre, une connaissance parfaite des aliments est nécessaire. Donc, connaissance des aliments, vous marquez niveau expert. Connaissance thérapeutique. Après, moi, je suis un professeur, je suis pas un diététicien, hein, vous l'avez compris, et à vous aussi voilà, de pouvoir en déduire toutes les compétences qu'on attend, toutes les connaissances pardon, qu'on attend d'une candidate qui serait amenée à faire ça. Maintenant, vous en trouvez deux, trois par niveau, c'est bon. Ensuite, au quotidien, c'est quelqu'un qui va assurer le suivi de la conception. Donc, il faut savoir manager peut-être, faire de la gestion de projet. Il faut savoir manager peut-être ou savoir interroger des fournisseurs. Il faut, voilà, vous en déduisez un certain nombre de choses. Il faut peut-être savoir parler anglais, d'accord? Puisqu'on voit qu'elle va faire des salons nationaux et internationaux. Pardon, et internationaux, donc peut-être la langue étrangère est importante. Donc ça, on le mettrait dans les connaissances, pardon. Hein, je reviens là-dessus, mais on le mettrait dans les connaissances, donc dans le savoir. Peut-être même l'anglais spécifique à la diététique. Et ensuite, dans son savoir-être, ses qualités personnelles, c'est quelqu'un obligatoirement qui doit savoir travailler en équipe, quelqu'un qui doit avoir goût dans le contact avec les clients, puisqu'elle va travailler sur des salons. C'est quelqu'un qui doit voilà, avoir le goût du commerce, puisqu'elle doit assurer la promotion sur les salons de nos produits. Donc, vous voyez à peu près ce qu'on attend de vous, en sachant que ne vous méprenez pas, on ne vous demandera jamais d'établir une fiche telle que celle que je vous ai présentée, mais simplement déjà de bien organiser, avoir quelques déductions qui sont largement à votre portée quant aux compétences que l'on demande aux candidats, et à partir de là, les déduire de la mission qui lui seront proposées. Mais toujours en respectant nos trois parties et nos trois sous-parties dans la troisième partie. Y a-t-il des questions? Pas de problème là-dessus? OK. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième question, celle maintenant de la rédaction d'une offre. Alors, dans la rédaction d'une offre, il faut faire plusieurs choses. Un, identifier l'entreprise. Alors, vous avez tous et toutes déjà lu des offres. Souvent, on vous identifie l'entreprise. Enfin, pas souvent, mais tout le temps, on vous identifie avec une petite phrase introductive, style leader mondial sur tel marché, blablabla. Ici, on pourrait indiquer, on reprendrait la formule qui est indiquée, la société Nodan, PME du secteur de l'agroalimentaire, recherche. Donc, on a identifié qui recherche. Et maintenant, on va identifier ce qu'elle recherche. Donc, le poste recherche une diététicienne. Ensuite, on va identifier un petit peu comme on l'a fait dans la fiche de poste, les diplômes nécessaires pour postuler. Là, on parlerait effectivement de quelqu'un qui a le BTS obligatoirement, de quelqu'un qui a peut-être de l'expérience qui serait un plus, qui parlerait peut-être une langue étrangère, qui serait plutôt capable de faire des salons même internationaux, d'accord? Donc, il y a une certaine liberté. Ensuite, on va parler peut-être des conditions du contrat, son début, quel type de contrat, les éléments de rémunération. Ici, on n'en a pas, mais on peut très bien les inventer. Ensuite, les éléments aussi attractifs, c'est-à-dire mise à disposition d'un véhicule, ordinateur, téléphone, prime, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, si vous n'avez pas et que vous inventez, ce ne serait pas sanctionné. D'accord. Ce qu'il ne faut pas, c'est aller à Rio de ce qui est demandé. D'accord. Donc, si vous proposez un CDI, pardon, alors que ici, l'énoncé vous parle d'un CDD, là, ce serait une erreur, évidemment, parce qu'on vous dit, elle n'a pas compris l'énoncé. Par contre, si vous indiquez que dans les éléments de rémunération, il y aurait des tickets restaurants, bah ouais, pourquoi pas.
Maintenant, si vous vous tenez juste à ce qui est donné dans l'énoncé, ben c'est tout, vous aurez la totalité des points, et puis basta. Ensuite, une fois que l'on a mis ça, il faut absolument indiquer quels vont être les modes de recrutement, c'est-à-dire comment on fait pour postuler. Donc, vous devez absolument indiquer dans votre annonce, et c'est impératif, si ce poste vous intéresse, ou blablabla, ou si vous souhaitez devenir un de nos collaborateurs, vous trouvez la formule qui va bien, et indiquer, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse mail ci-dessous. Et vous inventez une adresse mail. D'accord? Ou envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l'adresse ci-dessous. Et vous inventez une adresse. S'il manque un de ces éléments que je vous ai cités, vous n'aurez pas tous les points. Concrètement, à la correction, ça se passe comment? On nous dit, voilà, on doit avoir 5 blocs, d'accord, avec ça dans chaque bloc. Un demi-point si chaque bloc est respecté. Bam, 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 bam. Si vous avez oublié de mettre comment on répond à l'annonce, bah, vous n'avez pas le demi-point concernant le bloc réponse à l'annonce. Voilà, tout simplement. Hein. Oui, c'est pas très compliqué parce que des annonces, je suis sûr que vous en avez déjà vu des dizaines et des dizaines, mais vous n'avez pas bien prêté attention à vraiment tout ce qui était dedans. Y a-t-il des questions concernant l'annonce? C'est bon pour tout le monde? Alors, de quels moyens va disposer l'entreprise pour diffuser ou faire connaître son annonce? On pourrait même répondre sans avoir lu le cours, hein, juste avec un petit peu de jugeote. C'est en ça où je me dis ces chapitres, ils sont plutôt faciles. Okay. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est bien se remettre les idées en place. Après, c'est pas très compliqué. Alors, comment on pourrait faire pour diffuser une annonce? Expliquez-moi. Donnez-moi au moins 3-4 moyens. Pôle emploi, ok. Agence d'intérim, cooptation. Ok, on va simplement peut-être expliquer ce que c'est que la cooptation. Si tout le monde ne le sait pas, on pourrait très bien, c'est être présenté par quelqu'un. D'accord? Alors, cooptation, ici, je réfléchis à ça. Je vous ai dit un peu vite. Cooptation, c'est plutôt dans le sens inverse. Hein, la cooptation, c'est quand je viens en entreprise, tiens, je vous présente ma copine, elle aussi, elle a son BTS, elle recherche un poste, j'ai vu qu'on avait une annonce. Ce n'est pas un mode de diffusion d'annonce. Alors, j'ai vu le travail temporaire, on en a parlé, sauf que le travail temporaire, nous, on cherche un CDD. Ce n'est pas très pertinent de me proposer du travail temporaire. J'ai vu LinkedIn. Alors, on va agrandir ça. Effectivement, tous les réseaux sociaux professionnels peuvent être des possibilités pour diffuser une annonce. Oui, les écoles de diète, effectivement. Donc, si éventuellement on peut avoir quelqu'un qui sort directement de BTS, pas de souci. J'ai vu aussi les revues spécialisées, effectivement, ou encore les sites spécialisés. Ben voilà, merci Françoise. Pôle emploi, on l'a dit. Ça peut être une diffusion aussi à l'interne. Hein. Si c'est une entreprise évidemment assez conséquente, on a peut-être quelqu'un à l'interne dont le poste, que le poste peut intéresser. Dans les écoles de jet, ouais, on l'a dit, les revues spécialisées, effectivement. Bon, voilà, on a à peu près, je pense, fait le tour. Alors, les revues aussi classiques, hein, les sites ou revues spécialisées, Pôle emploi, toutes les écoles de diète ou même les facultés dans lesquelles sont faites les DUT, puisque vous savez que c'est l'équivalent. Hein. Ouais, des écoles de diète qui feraient un bachelor, puisque ici, par exemple, on n'a besoin que d'un BTS, donc quelqu'un qui est en bachelor pourrait être intéressé en troisième année, peut-être, et qui est titulaire de son BTS peut être intéressé par l'annonce, ou quelqu'un qui est en master aussi. Donc voilà, bon, vous voyez que ce n'est pas très, très compliqué cette histoire. Il faut penser large. Généralement, on va vous demander 3-4 moyens. Donc, essayez de différencier les moyens entre les traditionnels et les un peu plus modernes, les réseaux sociaux, les sites spécialisés, les sites spécialisés dans le recrutement. Ça peut être aussi les organismes qui font du recrutement pour vous, les organismes privés. Et les sites type Indeed, etc. Alors ici, on va aller
regardez une annonce qui a été publiée, bon, pareil, hein, on est plutôt sur des choses qui sont assez logiques, que vous avez peut-être dû lire aussi, une fois qu'on a réfléchi vers quel réseau on va publier notre annonce. Éventuellement, l'annonce détient-elle ou contient-elle des éléments qui pourraient nous être reprochés? Et je pense notamment aux éléments interdits du fait de la discrimination qu'il pourrait imposer ici dans l'annonce. Voilà. Alors j'ai vu que Céline nous disait des choses, bon, moi je la connais plutôt. Je vais pouvoir me mettre sur votre discussion des économies. Alors effectivement, tous les critères basés sur les orientations religieuses, philosophiques, politiques, syndicales sont prohibés. Tous les critères relatifs au sexe sont prohibés. Ensuite, qu'est-ce qui est encore prohibé? Âge aussi, bien sûr, prohibé, interdit. On verra la petite limite à l'interdiction, mais globalement, vous interdit. Situation famille, interdite. Nationalité et tout ce qui est relatif à l'ethnie, ou encore, même si je n'aime pas le terme, mais il est encore dans notre constitution, à la race, sont interdites. Je crois qu'on a fait le tour d'ailleurs. Hein. Toutes les orientations politiques, philosophiques, religieuses, l'âge, le sexe, l'ethnie, la race, le pays, hein. Bon, la nationalité, on l'a dit. Ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous ces critères, évidemment, qui sont interdits. Grossesse, oui, c'est la situation de famille, ou là, c'est le physique, évidemment. Hein. La situation familiale, oui, bien sûr, oui, le physique, évidemment. Je recherche que des grands blonds aux yeux bleus d'1,80 m, 90 kg. Évidemment, tout ce qui est relatif au handicap. Alors, quoique le handicap, c'est très bien que vous parliez du handicap, Laurine. Il était évident que tous ces critères, là, quand même, la limite, c'est ce que le poste, et seulement le poste, le caractère purement professionnel impose. Si évidemment, malheureusement, une personne handicapée se propose pour un poste qui ne peut être tenu que par une personne valide, il est évident que vous allez refuser. D'accord. Alors, vous ne pouvez pas mettre évidemment dans votre annonce poste valable que pour une personne valide. C'est une évidence. Mais, oui, mais d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais imaginons que une personne soit en fauteuil roulant et que moi, j'ai besoin d'un chauffeur-livreur. C'est évident que ce n'est pas possible. Alors, même si il y a des aides, mais il est impossible d'adapter ce type de poste. Bon, de toute façon, a priori, il ne devrait pas y avoir trop de personnes lourdement handicapées qui postulent pour ce type de poste, évidemment. Un peu logique. Mais je pense notamment, et tout à l'heure avec le groupe précédent, je me dis par exemple, homme-femme, je pourrais avoir une limite à ça. Professionnel, d'accord? Les annonces qui demandent que des hôtesses de 1,70 m pour aller sur les salons sont des annonces purement illégales. On en voit, hein, d'accord? Ou pour des postes commerciaux qui demandent que des femmes, on sait très bien que ça sera du recrutement sur le physique et évidemment complètement illégal. Complètement illégal. S'il n'y a pas une nécessité du poste, tous ces critères-là sont illégaux. Mais par exemple, je pense, voilà, je recherche un agent de sécurité qui fera de la palpation à l'entrée d'un stade. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'un agent de sécurité femme parce que j'ai besoin dans mon équipe d'avoir une femme. S'il y a des dames qui rentrent, les opérations liées éventuellement aux vérifications qui doivent être faites à l'entrée doivent être obligatoirement faites par une femme. Donc je ne peux pas dire je recherche un homme. Il est normal ici, par exemple, que je recherche une femme. On voit bien qu'ici, c'est l'obligation professionnelle qui m'impose un critère.
Voilà par rapport à ça. Bon, après, c'est relativement logique, hein. Vous avez deviné dans cette annonce qu'effectivement, on ne pouvait pas demander une personne célibataire, qu'on ne pouvait pas demander un homme non plus, qu'on ne pouvait pas demander qu'il soit de nationalité française, bouddhiste et de moins de 30 ans. Il y a beaucoup de critères ici qui étaient complètement à la rue. Est-ce que vous connaissez les opérations de testing? Non, alors je vais vous expliquer parce que la problématique, quand il y a de la discrimination à l'embauche, d'accord. J'avais vu un reportage, pas sur de l'embauche, mais sur de l'attribution de logements. C'était une horreur, mais ça faisait vomir. Dans une agence immobilière, le mec, il avait des biens à louer et clairement, il disait à ses vendeurs, si ce sont des personnes de couleur, vous les renvoyez tout de suite, on n'a rien à louer. C'était une horreur ce truc. Un truc dégueulasse au possible. Alors, je vais faire juste un petit truc, c'est que je vais mettre mon chargeur. Alors, le testing, qu'est-ce que c'est? On s'est aperçu qu'effectivement, certaines entreprises, et pas des moindres, même des grandes entreprises, euh, bien sûr, pratiquaient cette discrimination à l'embauche, sur un certain nombre de critères, peu importe, hommes, femmes, critères de race, critères ethniques, mais difficile de le prouver. Parce qu'après tout, il y a une certaine liberté, hein, je vous rappelle, une liberté contractuelle de conclure avec qui je veux, ou de ne pas conclure, d'ailleurs. C'est le principe de la liberté contractuelle. Malgré tout, cette liberté, elle connaît cette limite de discrimination, d'interdiction de discrimination. Mais aujourd'hui, comment prouver que dans une entreprise, par exemple, obligatoirement, on met les CV de personnes qui ont un nom à consonance étrangère à la poubelle directement sans même les regarder? Compliqué. Ou comment faire quand, au niveau du recrutement, il y a de la discrimination pour les femmes, par exemple? Comment le prouver? Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des campagnes de testing. Je vais brièvement vous expliquer. Quand il y a un certain nombre de plaintes qui sont... vous connaissez la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations. Donc, c'est un organisme étatique indépendant, mais qui a été mis en place par l'État et qui, justement, est chargé de lutter contre toutes les discriminations, et notamment les discriminations à l'embauche. Donc, la HALD, de temps en temps, quand elle a des plaintes qui se recoupent sur une entreprise qui, a priori, pratiquerait de la discrimination à l'embauche, la HALD fait une campagne de testing, c'est-à-dire qu'elle repère dès que l'entreprise diffuse une offre, elle envoie des CV. Et on va dire qu'elle envoie 30 CV avec des noms à consonance étrangère et 2 CV avec des noms purement français. Et à chaque fois que l'entreprise, alors malheureusement ce sont des choses qui prennent du temps, mais à chaque fois que l'entreprise recrute, boum, elle a toujours cette même technique d'envoyer des CV à consonance avec des noms à consonance étrangère et des noms à consonance française. On s'aperçoit évidemment que seules les personnes, ou seuls les CV, qui sont des faux CV évidemment, qui portent sur des personnes dont le nom est à consonance française, reçoivent des réponses de propositions d'entretien, auxquelles ils ne vont jamais, puisque évidemment tout est faux. D'accord. Et c'est comme ça, ça sert d'élément de preuve pour démontrer que l'entreprise pratique de la discrimination à l'embauche. Et souvent basée, bien sûr, sur des critères d'origine ethnique. Donc voilà, ça s'appelle des campagnes de testing. C'est un moyen de lutte contre justement les discriminations à l'embauche, et en tout cas un moyen de preuve pour établir que la discrimination est faite par l'entreprise. Alors, sur le troisième cas qui nous est présenté, un opticien reproche à sa salariée d'avoir dissimulé lors de son entretien. Donc, vous voyez, on est passé de la phase du recrutement par l'annonce. Maintenant, on est lors de la phase de l'entretien. Un employé reproche à sa salariée d'avoir dissimulé lors de l'entretien sa situation de famille. Il la licencie.
si, estimant qu'il est dans son bon droit de pouvoir disposer en permanence des personnes dont il a besoin dans son magasin. Ce licenciement est-il valable? Pourquoi? Que risque l'opticien? Alors, non. Alors, ça, c'est une partie de la réponse, très chère Françoise. J'aimerais bien avoir un petit fondement juridique. Alors, évidemment, tous les éléments relatifs à la vie privée, qui sont notamment d'ordre familial, hein, d'accord? Ouais, je commence tous les éléments de la vie privée n'ont pas à être révélés lors de l'entretien. Ils appartiennent à la sphère privée du salarié et en ça, l'employeur n'a aucun pouvoir ou droit de connaître ces éléments-là. En l'espèce, donc je vous ai donné un peu de droit avant, d'accord, que je savais, vous voyez, je ne vous ai pas parlé d'article, mais j'ai parlé d'un concept de droit que je connais. En l'espèce, Madame X n'a pas donné ou à dissimuler selon l'employeur, mais dans tous les cas, elle n'avait pas à lui communiquer, à dissimuler des éléments sur sa situation de famille. Ce qui, en soi, n'est pas reprochable, puisqu'elle n'a pas dans l'obligation de lui donner, et surtout, l'employeur n'a pas le droit de les connaître. Par conséquent, ça ne peut pas constituer une faute. J'ai donné mon droit, j'ai donné les faits, et j'ai dit ma conclusion. Maintenant, sur le licenciement. Alors, on ne connaît pas. Hein. Ici, on va avoir un peu de mal à savoir quel type de licenciement, mais on suppose que c'est un licenciement pour faute. D'accord? On ne sait pas, est-ce que c'est pour insuffisance professionnelle, pour cause réelle et sérieuse, pour faute lourde, pour faute grave. Bon, malgré tout, a priori, c'était un licenciement à cause des capacités ou à cause du salarié. D'accord? Donc le licenciement, pour ça, il doit être obligatoirement justifié par une faute du salarié. Sinon, à défaut de faute, il sera qualifié d'injuste, d'abusif. En l'espèce, ici, le fait d'avoir dissimulé à son employeur sa situation de famille lors de l'embauche n'est pas une faute. Par conséquent, si l'employeur justifie le licenciement par cette omission, alors le licenciement se devra déclarer sans faute, sans justificatif. Que risque l'employeur? Aujourd'hui, c'est de la compétence du Conseil des prud'hommes de juger du bien fondé des licenciements. En l'espèce, si le licenciement n'est pas justifié, alors il sera qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et si madame, on n'a pas son nom, mais en tout cas, si la salariée licenciée réclame des indemnités de dommages et intérêts pour couvrir les dommages et intérêts, alors elle les obtiendra. L'employeur sera donc condamné à lui verser ces indemnités. Voilà concernant notre employeur qui se croit tout permis. Alors, la dernière étape, c'est celle du livret d'accueil. Et plus globalement, c'est celle de l'intégration du salarié une fois que la phase de recrutement a été faite. D'abord, j'aimerais que vous me donniez les obligations de l'employeur à l'arrivée du salarié. Le salarié vient d'être recruté, d'accord? Quelles sont les obligations de l'employeur? Que doit-il faire? Absolument. DPAE, très bien Cécile. Présentez, bien. Alors, vous m'avez dit DPAE et N. Remise du contrat, d'accord. Cécile l'avait dit aussi. Très bien. Alors, vous avez visé 3 des 4 éléments. D'accord, je vais revenir sur les visites médicales. Voilà, impeccable. L'organigramme faisant partie de l'accueil dans l'entreprise et de l'intégration de l'entreprise. Très bien, vous avez donc la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Donc, c'est le signalement auprès des services de l'URSSAF
que nous avons un nouvel employé dans l'entreprise. C'est assez simple, hein, ça se fait via le site internet de l'URSSAF. L'entreprise s'identifie, elle possède un numéro qui l'identifie auprès des services de l'URSSAF. Elle indique qu'elle a recruté ou qu'elle a intégré un nouveau salarié. Elle indique le nom, le prénom du salarié, l'adresse, je crois, le numéro de sécurité sociale, la date d'embauche et la date de fin si c'est un CDD. Cette déclaration auprès de l'URSSAF est super importante. Pourquoi? Parce qu'à défaut de déclaration, le salarié est considéré comme ne pas étant déclaré, et donc c'est du black, c'est du travail au noir. Alors, dans vos copies, vous appellerez ça du travail dissimulé, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, d'accord? Du travail dissimulé, si vous voyez le terme de travail dissimulé, c'est du travail au noir. Alors, les cotisations, c'est autre chose, c'est une autre partie, d'accord? Effectivement, le défaut de versement de cotisation, ça n'est pas du travail au noir. Imaginons, je vous ai déclaré, je vous verse votre salaire, et je ne paye pas vos cotisations. Ce n'est pas du travail au noir. Je n'ai pas satisfait à mes obligations de paiement de déclaration, mais dans tous les cas, je serai évidemment fautif de ce manquement, hein, d'accord? Mais ça n'est pas du travail dissimulé. Parce que les travails dissimulés, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, en droit français, ça relève de la matière pénale, donc c'est une infraction qui est traitée par le tribunal correctionnel, et que la personne qui est coupable hein, d'avoir effectué ce type d'opération encourt de 3 ans de prison jusqu'à 6 ans de prison, 375 000 euros jusqu'à 750 000 euros en fonction de la vulnérabilité des personnes qui ont été employées. Par exemple, imaginons que lors d'un contrôle, on s'aperçoit que j'ai 4 personnes qui viennent d'Afrique sans papier, que je paye 100 euros par mois, d'accord, et qui bossent depuis 4 mois chez moi sans avoir été déclarés. À la limite, ce n'est même pas les 100 euros par mois, mais c'est le fait qu'ils soient sans papier, donc vulnérables, et le fait évidemment que je ne les ai pas déclarés. Et là, c'est direct prison, 6 ans, 750 000 euros d'amende. D'accord? Ce que je risque, évidemment. Même titre si j'emploie des mineurs. D'accord? Donc ici, l'obligation pour l'employeur de déclarer auprès du service de l'URSSAF permet d'éviter la qualification de travail déguisé, de travail dissimulé. Pardon. Deuxième chose que vous m'avez dite, importante, c'est l'obligation pour l'employeur de faire passer une visite médicale à son salarié. Alors, il prendra la tâche après avec les services de médecine du travail. Donc, il contactera les services de médecine du travail et demandera à ce qu'on lui donne une date pour fixer la visite médicale. À défaut, c'est une faute de l'employeur qui peut entraîner la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, mais pour faute de l'employeur. C'est un des cas très spécifiques, d'accord? Un des cas où la démission du salarié, mais qui se fait via une prise d'acte pour faute de l'employeur, peut entraîner pour le salarié une indemnisation via Pôle emploi. D'accord? Alors que vous savez que normalement, la démission, il n'y a pas d'indemnisation pour l'emploi, mais à titre exceptionnel, dans certains cas, il y a indemnisation pour l'emploi, et c'est le cas notamment de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié par la prise d'acte. C'est-à-dire qu'il faut une faute de l'employeur. Si la faute, qui est de jurisprudence constante avérée, c'est le défaut de visite médicale. Ça, c'était la deuxième chose. Donc, on avait dit DPAE, visite médicale, évidemment, établissement du contrat de travail quand il est obligatoire, dans le cas des CDD. En général, on conseillera quand même dans le cas des CDI. Et dernière chose, c'est procéder à l'intégration du salarié. Alors, à ce titre, on nous propose ici, ce qui n'est pas une obligation, d'accord, on nous propose ici, on nous demande de regarder ici le point sur ce qu'on appelle le livret d'accueil en entreprise, qui permet à l'entreprise de remettre un document au salarié qui va couvrir globalement, voilà, qui va couvrir tout le fonctionnement de l'entreprise. On va lui présenter l'entreprise, on va lui présenter tous les services, on va lui dire qui est qui,
On va lui dire comment on fait une demande de congé payé, comment on fait une demande d'absence, où est le parking, comment on mange à la cantine. Enfin, on va tout lui expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Alors certes, évidemment, si c'est une petite entreprise qui ne possède que 1 ou 2 salariés, bon, on peut se poser la question de la pertinence d'un tel document. Mais si vous êtes recruté dans une usine où il y a des centaines et des centaines de salariés, composés de services divers et variés, c'est difficile de s'y retrouver. Et on estime qu'il est du devoir de l'employeur de faire tout, de mettre en place tous les moyens qui permettent une bonne intégration du salarié. Alors c'est aussi, évidemment, positif pour l'employeur, parce que vous imaginez bien qu'un salarié qui se sent intégré, qui a toutes les informations nécessaires pour prendre son poste dans les meilleures conditions possibles, sera évidemment beaucoup plus efficace qu'un salarié qui doit chercher où sont les timbres, qui doit chercher qui contacter en cas de problèmes divers, etc., etc. Donc, ça permet au salarié d'être rassuré quant à sa prise de fonction et ça permet à l'employeur d'avoir notamment un salarié peut-être plus rapidement efficace dans l'entreprise. À ce titre, je vous mettrai aussi en exemple un modèle de livret d'accueil. Alors, ce n'est pas dans notre secteur, mais juste à titre d'information. Vous verrez comment c'est rédigé. Voilà, ça va couvrir. Je vais vous le montrer. Voilà, alors c'est un modèle type bon, en métallurgie, mais c'est pas ça ce qui nous intéresse. C'est regarder à peu près de quoi il est composé. On vous indique, voilà, on va vous indiquer l'entreprise, on va faire une présentation de l'entreprise, on va faire un petit historique de l'entreprise, des activités, de l'organisation. Voilà, par exemple, sur l'organisation, on va avoir un petit organigramme, comme le proposait tout à l'heure, je crois, Françoise. On va, hop, je reviens. On va mettre le règlement intérieur, on va mettre les horaires de travail, comment ça se passe en cas de congé, d'absence, de retard, la restauration, la prévoyance, la paye, quand est-ce qu'on est payé, etc. Voilà, on va donner plein d'informations sur le fonctionnement de l'entreprise. Et à partir de là, le salarié, lui ayant ce document, s'il a un problème, il va d'abord se référer à ce document pour voir si éventuellement la solution ne se trouve pas à l'intérieur et pouvoir appliquer ce qui est préconisé dans le document. Donc voilà tout l'intérêt de ce document qui peut voilà, être vraiment assurer une meilleure productivité, une meilleure rapidité de la prise de fonction du salarié nouvellement recruté dans l'entreprise. Avez-vous des questions sur ce chapitre? Bon, vous voyez que ce n'est pas un chapitre très compliqué. Hein. Voilà, il faut savoir faire une fiche de poste, il faut connaître les éléments relatifs au recrutement, enfin à l'offre, pardon. Ensuite, les canaux, les obligations de l'employeur. Voilà. Une fois que vous avez balayé ces 4 ou 5 items, je pense que vous aurez fait le tour du chapitre. Il y a beaucoup de bon sens, finalement, dans les questions qui sont posées. Bon. Écoutez, s'il n'y a pas de questions par rapport à ça, on continue. Alors, j'ai mis tout le chapitre, hein, toute la partie gestion des ressources humaines, je l'ai ouvert. On va continuer au fur et à mesure. Voilà, des chapitres. A priori, il y a un chapitre par heure. Et on devrait avoir terminé tout ça, toute la partie gestion des ressources humaines à la fin de la semaine. C'est tout bon pour vous? J'ai une petite question. Oui. Juste par rapport au déroulé du programme, est-ce que là, il y a encore des choses qu'on n'a pas vues ou est-ce que là, Ce sont les derniers chapitres sur la ressources humaines, ce sont les derniers chapitres que l'on doit voir, que normalement vous n'avez pas vu encore.
Après, Donc là, on retrouve cette partie gestion ressources humaines et après, c'est fini. Mais ça, on l'a déjà fait l'année dernière. Mais globalement, du coup, c'est bon. la gestion des ressources humaines, vous l'avez fait l'année dernière. Oui, pendant le confinement avec une enseignante de Paris. Ok. Mais c'est pas plus mal de le revoir. Hein. Oui, 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 non, mais je suis persuadé parce que, a priori, normalement, c'est de la deuxième année. Tant mieux, alors tant mieux pour vous. Après ça, on a terminé. Après ça, on a terminé. Donc, voilà, on va le faire cette semaine. Après, on aura balayé la totalité. Et après, on fera des révisions sur les chapitres qui vous posent des problèmes. Là, moi, je vous ai proposé quelques chapitres qui me semblaient importants. Je ferai un sondage, je pense, fin de semaine en disant, bon voilà, qu'est-ce que vous voulez voir? Et puis, on fera en fonction de ce que vous avez besoin comme connaissances supplémentaires ou comme retour sur les chapitres déjà vus. Ça marche? Impeccable. Merci beaucoup. Bonne soirée. À Allez, demain. bonne soirée à tous.